À présent, une séquence de regards croisés. En quoi et comment l'entreprise peut-elle être un partenaire actif de la formation professionnelle initiale? Question que l'on va poser à deux responsables de campus des métiers et de qualification de la région Sud-PACA qui sont autour de moi et qui essaient d'impliquer le plus possible les entreprises, les branches, dans l'élaboration et l'évolution de l'offre de formation afin qu'elle colle le plus possible aux besoins en compétences des entreprises et aux aspirations des jeunes. Alors on va démarrer par un petit tour de table pour que l'un et l'autre se présentent et on va commencer par vous, Denis Herrero. Bonjour. Bonjour, effectivement, Denis Herrero, donc je suis inspecteur de l'éducation nationale au rectorat d'Aix-Marseille. J'ai effectivement en charge depuis 2017 la direction opérationnelle donc, du campus des métiers et des qualifications de la relation client Sud et je travaille également sur une mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage. Alors je vais vous laisser aussi décrire peut-être un peu mieux votre campus. Quels sont les éléments clés de ce campus? Quel type de personnel y travaille? Quelles sont vos missions? Mais on le verra sans doute, effectivement, quel type de personnel. Nous, on travaille effectivement en jouant la carte à fond du réseau. Alors, c'est un campus qui est sur un secteur très transversal, la relation client. Certes, on travaille effectivement davantage sur le secteur du commerce et de la vente, mais on a vocation effectivement à répondre aux besoins des différents secteurs d'activité qui, pour la majorité d'entre eux, vendent ou commercialisent des biens ou des services. Et donc, voilà, effectivement, on est également sur ces enjeux-là. On est porté par deux branches, et notamment le club des centres de contact Provence-Alpes-Côte d'Azur qui regroupe l'ensemble des centres de contact en PACA et c'est vrai que c'est relativement dynamique à ce niveau-là et il y a énormément de turnover donc il y a un besoin effectivement relativement permanent de monter également en compétences et puis on est également porté par le commerce de gros et international qui effectivement voit dans le campus une certaine opportunité pour faire évoluer également les compétences et participer à la formation. Voilà, sinon voilà, on joue la carte à fond du réseau avec des établissements. On a à peu près plus d'une centaine d'établissements sur l'ensemble de la région. On joue réellement la carte de la région, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement d'être présent partout et donc d'agir surtout, c'est peut-être notre particularité, en proximité. Merci beaucoup. Alors je me tourne à ma droite vers Laurent Renaud. Bonjour. Bonjour. Alors même petit exercice, quelques mots pour vous présenter votre campus. Donc directeur opérationnel du campus Industrie du Futur Sud depuis maintenant 2014-2013. Donc on fait partie des premiers campus labellisés de France. Hein. Donc à la base, donc on est bien sur un label qui obéit à un cahier des charges national interministériel. Dans cette démarche, effectivement, il y a différents types d'incarnation de ces campus et en région, comme l'a souligné Denis, on est sur ce collectif, ce réseau. On fait émaner des lieux d'excellence qui incarnent aussi physiquement ce campus. Car en définitive, c'est bien le collectif et le fait que les acteurs adhérents au campus soient solidaires entre eux, créent des actions et des projets pour la formation et répondre à cette problématique posée par les branches professionnelles et des industriels en particulier. Voilà, donc pour ce campus Industrie du Futur, à l'origine, il est né d'un projet de territoire industriel, le projet Henri Fabre. Donc c'est une véritable volonté des industriels de se fédérer pour développer le réseau des PME autour des grands donneurs d'ordre. Donc développer les compétences également faisait partie du cœur du projet, d'où la naissance du campus. Voilà. Donc les briques technologies de l'industrie du futur sont notre défi, mais également les métiers en tension, les métiers d'aujourd'hui sont également dans notre secteur d'activité. Et on va voir qu'il y a quelques différences entre vos deux campus, notamment assez structurés avec l'industrie du futur, avec des partenaires sociaux qui sont assez structurés et fédérés depuis de longues années. C'est un petit peu moins le cas sur la relation client, Denis Herrero. Et c'est une première question finalement assez en amont. Comment est-ce qu'on implique les entreprises et les représentants des branches dans la gouvernance et dans la décision des campus? Et ça déjà, c'est un défi parce qu'on ne raisonne pas trop en filière en France, on raisonne encore beaucoup en branche professionnelle. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on est effectivement sur un travail de longue haleine pour faire reconnaître effectivement également la valeur ajoutée de ce qu'est le campus. C'est un label effectivement, c'est porté par les régions et par l'État, mais ça n'a pas encore forcément beaucoup de reconnaissance, je dirais, officielle, si ce n'est que par l'action. Et c'est peut-être effectivement sur cet enjeu-là que nous, on essaye de travailler en région pour essayer justement de montrer par le faire
la valeur ajoutée de ces campus. Alors, comment on les implique? Je disais, c'est un travail de longue haleine parce que, au-delà, je dirais, de la présence dans le comité de pilotage des branches, on a un comité de pilotage avec donc représentatif avec l'ensemble des membres, à la fois représentant les branches et les entreprises. Et donc, pour ce qui me concerne, c'est 3PACA notamment et CGI. Donc, la relation client et le commerce de gros. Voilà, exactement. Mais on ouvre effectivement et souvent à d'autres représentants du territoire. Et puis ensuite, on a les branches institutionnelles et les branches de la formation, de manière à ce qu'on ait effectivement donc un regard croisé également au sein de ce campus et que l'on porte réellement des dynamiques, parce que l'enjeu au-delà du réseau, c'est déjà, je dirais, ça se fait déjà. La notion de campus, c'est un vocable qui est très utilisé aujourd'hui, mais notre objectif, c'est quand même c'est le renouvellement en fait de l'appareil de formation pour coller davantage aux besoins des entreprises, et c'est aussi participer au développement économique du territoire. Et c'est vrai que c'est un enjeu, nous, que l'on prend à bras le corps, et qui est effectivement pour les entreprises et pour les branches un enjeu capital au-delà du développement des compétences des salariés, mais c'est également effectivement agir réellement pour participer au développement économique de notre territoire. Merci Denis Herrero. Alors je vais me tourner vers Laurent Renaud. Même question, comment favoriser une plus grande implication des branches professionnelles constitutives d'une filière, à la fois dans la gouvernance, quel type de gouvernance, et aussi bien sûr dans les décisions prises? Alors, sur le début, donc la première partie, l'implication des branches, en tout cas au niveau de la formation, je ne sais pas si c'est une spécificité de la région, mais bien avant les campus, d'une certaine manière, la branche professionnelle, notamment via son centre de formation d'apprentis, historiquement basé à Istres, a créé des liens avec les établissements de formation de l'éducation nationale, mais également de l'enseignement supérieur. Donc un réseau préexistait déjà entre les compétences de la branche, leurs formateurs, mais également les formateurs et les enseignants de l'éducation nationale, et une vraie relation de confiance existait dans le cadre de la formation. Donc ça, c'est le creuset en fait du projet vient pour cette partie de la formation. Et ensuite, on avait la problématique réellement des industriels. J'ai plusieurs sujets que l'on traite, notamment sur la microélectronique, l'énergie, etc. Maintenant, on a réellement une implication, une demande des industriels directement au campus au sens associatif. Donc, si on parle de gouvernance, le cheminement a été en 2015, comme on le fait généralement, je dirais, dans nos institutions, une convention de partenariat. Et il est vrai qu'au moment de renouveler ce label, j'ai interrogé donc mes industriels, et clairement ils se retrouvaient davantage dans une structure juridique dans laquelle ils pouvaient pleinement faire partie de la prise de décision, contrairement finalement à ces systèmes de conventions de partenariat qui, pour en tout cas le monde économique, a quelque part moins de valeur que cet ancrage vraiment juridique. Encore plus en amont, il y a la question du rapprochement entre le monde de l'éducation et le monde économique, avec un certain nombre d'initiatives. On voit que c'est très hétérogène, très variable d'un endroit à l'autre, avec les différents lycées, etc. Ça dépend parfois de la personnalité des chefs d'établissement, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Comment, selon vous, quels peuvent être les leviers pour démultiplier ces initiatives de rapprochement, pour mieux se connaître et en même temps, du coup, pouvoir faire évoluer correctement l'offre ? Alors effectivement, la pérennisation de ces dispositifs, elle est beaucoup attachée aux personnes pour l'instant. On est finalement à animer ces campus. Souvent, c'est une personne, un équivalent temps plein, Denis, ou bien moi-même. Moi, j'ai maintenant une collègue qui travaille avec moi. Donc, l'initiative... Ça paraît incroyable, voilà. Au regard du périmètre que vous avez l'un et l'autre, d'ailleurs. Et c'est un peu l'identité aussi, campus. Quand elle est en réseau, il y a d'autres systèmes qui existent vraiment, ancrer un lieu, mais peut-être plus proche d'un lycée des métiers. Cette création de réseau, je la compare souvent à l'Europe et nos États. Donc, on a ce drapeau européen. Les États-nations n'ont pas toujours envie ou ne le mettent pas forcément en avant, en tout cas les gens qui le constituent. Et cette comparaison-là, je l'assimile souvent au campus, où lorsqu'on va chercher, où on monte des projets collectifs, finalement on est dans le cadre du campus, mais en aucun cas je ne souhaite enlever la marque des écoles comme les arts et métiers, l'école des mines. Ce sont des marques fortes, mais par contre elles contribuent dans ce collectif et au sein de cette association à construire et à co-construire des projets. Je vais te donner un exemple tout simple sur la microélectronique. Il y a une problématique d'intelligence artificielle pour la fabrication de microcontrôleurs. La volonté de ST Micro, c'est de monter en compétence tous les cadres sur cette partie intelligence artificielle et production. On a un groupe de travail actuellement qui associe Aix-Marseille Université et l'École des Mines et l'Université de Nice qui a été lauréate du 3IA, donc sur l'intelligence artificielle. Et finalement,
L'idée de ST, c'est pas de créer son centre de formation, mais c'est bien de réunir les forces d'un territoire pour pouvoir résoudre son problème, et c'est ça l'enjeu en réalité. Seuls, ils n'y arriveront pas. C'est ça, le campus est au cœur de cette mise en réseau. Denis Herrero, de quelle manière vous-même vous pensez que la démultiplication d'un certain nombre d'initiatives pour rapprocher le monde économique et le monde de l'éducation est possible? Peut-être quelques exemples à citer d'initiatives, de bonnes pratiques? Alors, on en a certes, et encore une fois, on n'est pas forcément modèle. Nous, ce qu'on essaye de cultiver, effectivement, c'est de jouer tout ce que les autres ne font pas. Donc, effectivement, on essaye d'innover, d'expérimenter des choses. Notre ambition, quand même, c'est de changer le modèle rapidement. C'est ce qu'on nous demande, finalement. Et c'est vrai que l'appareil de formation, on n'est pas, effectivement, à travailler sur du long terme. L'objectif, c'est réellement sur du court terme. Et on joue cette stratégie de démultiplication en essayant, justement, de travailler sur des structures qui ont déjà une représentation régionale. Par exemple, la Fédération de la vente directe, PACA et Corse, qui nous permet en fait de travailler à une échelle régionale, de travailler avec des entreprises de proximité. Et nous, notre travail, c'est effectivement donc de faire l'appariement entre ces entreprises et les établissements locaux pour réellement, dans le cadre par exemple, là on est au cœur finalement de cet enjeu de transition. Alors la digitalisation, elle a déjà, je dirais, c'est d'actualité encore, mais c'est vrai qu'on y a beaucoup travaillé. On va de plus en plus également sur la transition environnementale, mais la transition digitale, ça a été un objet, et c'est vrai que c'était réellement donc un objet de travail avec la Fédération de la vente directe notamment. Et puis ensuite, c'est d'autres structures comme des chambres consulaires. On travaille beaucoup avec les chambres consulaires, avec l'ACMAR, PACA, avec la CCI par exemple au niveau de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, ce qui nous permet effectivement de toucher en fait là par exemple sur la Fédération Commerçante 13 l'ensemble des commerces de la métropole, et toujours dans la même problématique d'accompagnement à la digitalisation des commerçants. Et là vous êtes en contact avec un certain nombre de professionnels. Alors avant de vous poser la question de quelle adaptation ou construction d'une offre de formation avec ces professionnels, juste un mot peut-être sur un certain nombre d'initiatives. Il y en a beaucoup, le réseau éducation économie, ingénieurs pour l'école, entreprendre pour apprendre dès le collège, ou finalement qui organise des rencontres entre des jeunes, des professionnels et des enseignants, et qui contribuent peut-être aussi à faire évoluer les regards des uns et des autres. L'éducation nationale, vous êtes inspecteur de l'éducation nationale, étant encore souvent perçu avec une image un peu d'usine à gaz, un peu poussiéreuse, alors que vous poussez pour changer cette image et montrer tout ce qui peut être fait. Vous avez raison, c'est effectivement le campus finalement doit donner réellement la réelle image de ce qu'est aujourd'hui l'éducation nationale. Elle n'est pas enfermée sur elle-même, elle est ouverte, cette éducation nationale, elle a profondément changé. Et d'ailleurs, la formation en elle-même, vous savez, tout le travail qui a été fait dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le ministère certificateur de l'éducation nationale a transformé, sa volonté c'est de transformer la voie professionnelle pour l'ancrer encore plus effectivement dans les réalités économiques locales. Donc c'est vrai qu'il y a quand même toute cette part d'initiative et d'action qui sont au cœur justement du travail que l'on mène en accompagnement, je dirais, des établissements. Mais il faut bien effectivement, nous on cherche effectivement à montrer par le faire que l'on a changé et que l'on travaille réellement dans une nouvelle dynamique partenariale réellement pour co-construire finalement donc des actions au plus près des besoins. Alors quelques exemples des manières dont vous pouvez adapter une offre de formation, colorer une offre, voire élaborer de toutes pièces une offre de formation. Oui, alors c'est vrai qu'on a différents échelons éventuellement. Alors nous, on travaille déjà sur une première stade, je dirais, qui est relativement simple, qui est la coloration finalement des diplômes par les actions que l'on peut mener finalement. Donc c'est d'appariement et de rapprochement des entreprises locales avec les établissements. Et là, je vous parlais du BTS négociation et digitalisation de la relation client, du BTS management commercial opérationnel. On mène réellement des opérations, ce qui
nous permet réellement donc, de contextualiser la formation au plus près de la réalité économique. Donc alors, un exemple, coloration du diplôme, là, en l'occurrence, ça veut dire quoi? Là, par exemple, c'est l'accompagnement à la digitalisation de la relation client pour les commerces, c'est les montées en compétences dans l'utilisation des réseaux sociaux, dans l'utilisation des dispositifs de type e-commerce, et l'idée, c'est réellement faire que les étudiants accompagner leurs enseignants, mais après en autonomie, puissent être au contact des commerçants et les aider finalement à s'approprier, à monter en compétences et puissent les suivre finalement dans cette phase, parce qu'on a conscience qu'être commerçant aujourd'hui, on n'a pas forcément, je dirais, du temps pour se libérer dans le cadre de sa formation continue pour justement être, je dirais, assurer cette transition. Et nous, on joue beaucoup finalement sur de l'intergénérationnel et sur de la réponse comme ça locale entre la formation et le monde professionnel. Vous allez parfois plus loin en créant des formations ou des formations complémentaires. Oui, alors effectivement, Laurent en parlera sans doute parce que c'est effectivement lui, il est engagé beaucoup plus que moi sur cette dynamique-là, mais on a pour projet effectivement de construire des formations dès l'instant où on n'a pas forcément dans nos référentiels de formation des contenus qui sont adaptés réellement à des besoins que l'on a identifiés aujourd'hui. On a la possibilité effectivement de construire ce qu'on appelle des formations complémentaires d'initiative locale, qui sont à la différence d'un diplôme, une structure qui est un peu temporaire pour essayer de répondre finalement aux besoins. Alors moi par exemple dans mon domaine, c'est sur la finance responsable, parce qu'on voit finalement aussi dans le cadre par exemple des BTS banque, assurance, etc., on voit finalement le besoin qu'ont aujourd'hui les jeunes et bien sûr les professionnels de travailler autour de cette notion de label responsable. Donc c'est une formation complémentaire avec au bout une certification et qui va permettre de dire à un salarié de la banque ou de l'assurance qu'il a acquis une compétence particulière en ce qui concerne la finance responsable. Par exemple, c'est vrai que c'est un plus finalement. Alors bien sûr, c'est reconnu par une certification, mais c'est un plus pour son insertion parce que ça répond effectivement à un besoin local et la visée, c'est finalement effectivement de pourvoir des emplois dans ce secteur-là, dans le territoire. Et là, vous avez une demande, Denis Herrero, des professionnels de l'assurance ou de la banque pour pousser ce type de formation et leur proposer, construire avec eux un format? Alors oui, moi je suis en relation avec la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui regroupe également beaucoup de fondations de banques, d'assurances, etc. Et c'est vrai que cette dynamique-là, cette thématique-là, elle est très, je dirais, elle est très demandée. Mais alors on le voit, il y a quand même quelques éléments que l'on voit quand même dans certains référentiels, mais en faire finalement un référentiel unique, ça change énormément. Merci Laurent Renaud. Alors, même question, de quelle manière au sein de votre campus Industrie du Futur Sud, de quelle manière est-ce que vous pouvez adapter ou créer des formations un ou deux exemples peut-être de ce que vous avez pu mettre en place ou de ce sur quoi vous planchez? Alors, deux exemples. Un pour la coloration. Donc sur la coloration, c'est pas une initiative du campus, mais je vous invite à regarder le lycée Rouvière à Toulon, une coloration de CBTS Marine nationale pour une préparation au nucléaire. Donc l'intérêt en fait de ce dispositif, il est entre guillemets post avant le campus, autant pour moi. Et l'idée, c'est qu'avec le campus, on puisse éventuellement décliner sur un autre exemple et un autre cas que l'on a actuellement avec EDF. On hésite entre une coloration ou une formation complémentaire. Et donc là, on a le bon exemple. Je vais citer maintenant l'exemple de la formation complémentaire. Post-BTS, on a certains domaines technologiques liés à l'industrie du futur qui nécessitent des compléments de diplôme. La difficulté, elle est aussi administrative, c'est de créer finalement ces diplômes, les financer, former les formateurs. Donc on a tout un tas de dispositifs assez complexes à mettre en œuvre. Et l'idée, c'est de fédérer cette ingénierie et de la partager. L'exemple de la FCIL est un bon moyen de rémunérer finalement les enseignants. Et on a une longue période de stage relativement peu onéreuse pour les entreprises. Sur la formation complémentaire. Sur la formation donc complémentaire. Et qui permet, in fine, l'ambition, c'est qu'au bout de 2 sessions, on utilise France Compétences et on crée un titre professionnel. Donc là, on aurait une équivalence de Bac+3 post-BTS créée au sein, par exemple, d'un EPLE, enfin d'un lycée. Donc ça, c'est un exemple lié avec une FCIL qu'on fait tourner 2 ans et on va sur le RNCP. Là, c'est l'exemple d'un bachelor qu'on développe sur le lycée Jean Perrin à Marseille.
sur l'ingénierie numérique, voilà, où on a du digital, de la conception jusqu'à la réalisation. Au dispositif qui peut être utilisé, branche professionnelle, ils font exactement la même chose, post-BTS, mais ils n'utilisent pas la FCIL, ils utilisent le CQP qui permet par contrat pro, certificat de qualification professionnelle, voilà, qui permet de financer la formation, c'est le vrai sujet. On crée des nouvelles formations, mais en réalité, quand même, elles ne sont pas au RNCP, elles sont éligibles malheureusement à aucun financement quasiment. Donc la problématique, c'est de trouver les financements, avoir les plateaux techniques aussi adéquats. Donc là, c'est des objets des programmes d'investissement en avenir qu'on peut déposer et des recherches de financement avec la région. Voilà un petit peu cette ingénierie de coloration, de création de formations complémentaires qu'on cherche même à faire reconnaître en tant que titre professionnel. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de demandes qui commencent à émerger et en même temps, vous vous heurtez parfois à certains freins en mettant en avant des projets, en élaborant des formations qui, au final, ne sont pas forcément très sollicitées par les acteurs. Ça, ce type de frein-là, c'est lié à quoi? À des prérogatives parfois d'acteurs ou de branches professionnelles qui voient le campus comme éventuellement un acteur concurrent, une difficulté de mise en réseau de tous les acteurs ou de coordination? L'idée du campus, c'est de décloisonner. Et il est vrai que dans nos institutions, dans les entreprises, etc., chacun a quand même son périmètre d'action et la difficulté en fait que l'on a à gérer, c'est de ne pas oublier l'objectif que l'on a, et en tout cas que je me donne en tant que directeur opérationnel, c'est finalement former des jeunes et des moins jeunes, on est aussi dans le cadre de la formation continue, à s'insérer dans le monde professionnel, tout en répondant finalement à une problématique économique. Voilà en tout cas ma mission. Et finalement, c'est d'aller travailler avec l'acteur le plus pertinent. Et parfois, il est vrai qu'on peut des fois avoir des petites tensions. Je vous ai cité l'exemple du bachelor, je peux vous assurer que je peux en avoir aussi. On fait une initiative de FCIL, on voudrait la reconnaître au sein d'un lycée. Parfois, le dispositif se fait très très bien dans un lycée. Au niveau de l'enseignement supérieur, on est dans un domaine, voilà, il faut travailler avec l'enseignement supérieur. Là, en l'occurrence, on l'avait fait avec une école d'ingénieurs. Voilà. Encore une question alors sur cette notion, dimension multipartenariale. Ça, c'est une vraie difficulté avec des effectifs limités, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les campus que vous représentez, c'est qu'il y a beaucoup de monde à mettre autour de la table et que vous vous rendez compte naturellement que vous ne pouvez pas faire seul, mais en même temps, c'est particulièrement chronophage. En tout cas, au niveau du pilotage d'un campus, on a le territoire, la région, Denis l'a cité, la région académique, donc avec notre recteur et toutes les académies, et on a le monde économique. Alors, en région sud, on a un regroupement pour l'industrie de branches professionnelles qui s'appelle Industrie Méditerranée. Donc, ce triptyque, finalement, pilote le campus. Mais on a des collèges aussi avec les entreprises, un collège avec les différents acteurs académiques, lycées et enseignement supérieur, et un collège acteurs territoriaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre panel de gouvernance. Et il est vrai qu'il ne faut pas que ce soit systématiquement descendant. C'est un peu le travers que j'avais au départ. Un collègue m'avait comparé à l'Europe aussi à Maastricht. Il y en avait une personne qui parle et descend un petit peu son plan d'action. Et donc, co-construire, c'est trouver le bon équilibre entre un bureau à 8 membres qui représente bien tout le monde et l'Assemblée générale où, effectivement, on aura un plus grand nombre de personnes. Donc, cet équilibre est difficile à trouver et en même temps que chacun soit entendu de manière équitable. C'est l'enjeu, en fait, pour pouvoir fédérer et pouvoir pérenniser finalement ce dispositif. Merci. Alors, il y a un certain nombre de questions qui arrivent et certains chercheurs, experts du CEREC qui répondent au fur et à mesure. Il y a une question qu'on n'a pas encore évoquée, Denis Herrero, c'est celle de l'articulation entre les titres professionnels et les diplômes. Alors les titres professionnels, ils commencent un peu à monter en puissance, mais ils sont encore peu connus et souvent dans un parcours, c'est pas facile d'articuler les deux. C'est l'objectif de la loi, dans tous les cas, édifier une société de la compétence. C'est effectivement à un moment donné essayer de faire table rase de l'existant, ou du moins, dans tous les cas, d'essayer de voir l'existant et de voir comment finalement peuvent s'opérer des parcours de formation qui créeraient finalement des liens entre diplômes, certifications. Et la logique de travailler par bloc de compétences procède effectivement de cette ambition-là. Alors c'est vrai qu'on peut effectivement, nous on a l'intérêt parfois de construire des parcours qui permettent par exemple à la sortie d'un diplôme de poursuivre et d'encourager vers des titres professionnels par exemple, parce que ça permet de développer, je dirais, la maturité professionnelle du jeune, parce que le titre professionnel a cet avantage effectivement de concentrer en fait son programme sur de la spécialisation professionnelle, et donc on développe ainsi la maturité professionnelle, et puis cela permet effectivement d'accroître son insertion professionnelle. Donc je dirais que c'est un parcours gagnant-gagnant.
Maintenant, tout l'enjeu également, à notre niveau, c'est d'essayer, dans notre volonté, parce que c'est dans notre cahier des charges, d'essayer de renouveler en fait l'appareil de formation, c'est de créer des parcours qui ne seraient pas forcément effectivement dans ce terme de mixité, diplôme, titre, mais de créer réellement des parcours qui intègrent des blocs de compétences qui relèveraient de différents ministères, pourquoi pas, parce qu'on voit finalement qu'il y a un intérêt également que l'on interagisse avec nos collègues du ministère de l'Agriculture, avec nos collègues du ministère de la Santé, de l'Économie, avec bien entendu le ministère du Travail, et donc des logiques qui viendraient à un moment donné permettre de reconnaître ces blocs de compétences entre ministères et construire des parcours pour faire valoir à un moment donné un titre, un diplôme. Vous savez aussi, bien entendu, on est au CEREC, je dirais la valeur ajoutée d'un diplôme sur l'insertion professionnelle, voilà, c'est cet objectif-là. Merci. Laurent Renaud, un mot très court pour conclure cette séquence, justement sur la manière de promouvoir peut-être cette articulation et peut-être de raisonner beaucoup plus en filière et moins en branche professionnelle. Bon, la notion de filière branche professionnelle, là, la distinction est assez... Voilà, donc on a effectivement cette notion, l'industrie au sens large, et au sein de l'industrie, on a différents débouchés, etc. Donc là, en tout cas, personnellement, je n'ai pas de cloisonnement, de contraintes ou de problématiques sur cet élément. La notion de diffusion de cette association, je pense que c'est par les résultats qu'on arrivera à fédérer. Hein. On est sur la preuve de concept, on fait des petits pas, et l'idée, c'est de montrer que le collectif, convaincre par l'action. Et c'est en fait vraiment l'engagement et la mission qu'on s'est donnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour votre contribution au débat.